Pour être tout à fait honnête, je m'attendais à ce que la course soit une purge monumentale et au final, ça a été assez divertissant parce que tout s'est axé un petit peu autour de la stratégie, comme d'habitude. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix des Pays-Bas 2021, c'est parti. Première réaction, forcément, on va parler de la stratégie. Et oui, la stratégie qui était finalement le divertissement principal de cette course à Zandvoort. Une Red Bull contre deux Mercedes, on a un petit peu l'habitude, il y a toujours un petit match bien comme il faut. La Red Bull qui était du coup clairement au-dessus ce week-end en termes de rythme, quoi qu'il arrive par rapport aux Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. Étant donné que Perez n'était pas là dans le haut du tableau pour pouvoir aider Verstappen, Verstappen allait devoir se débrouiller tout seul face aux deux Mercedes. En fait, au final, Verstappen, comme il avait une meilleure voiture, la seule chose qu'il devait faire, c'était de couvrir les stratégies et de réagir aux stratégies que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas allaient essayer de faire pour pouvoir justement le dépasser. Mais sinon, en termes de rythme pur, finalement, ni Hamilton ni Bottas ne pouvaient aller chercher le pilote néerlandais. On fait pit Lewis Hamilton assez tôt dans la course, tour 20, pour pousser tout le monde finalement à basculer sur deux arrêts. Cela permet de laisser Bottas mourir en piste et de retenir Verstappen pour faire revenir Lewis Hamilton juste derrière. Très bonne stratégie pour jouer la gagne, ça c'est normal, c'est beau, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Finalement, c'est pas assez, quoi qu'il arrive. Hamilton se rapproche, mais Verstappen s'échappe littéralement dès qu'il a dépassé Valtteri Bottas. Du coup, il reste une carte dans le deck de Mercedes, une carte à jouer, le dernier arrêt au stand. Là, il y a un objectif qui est assez sûr, c'est de trouver la bonne fenêtre de tir pour Lewis Hamilton pour essayer de revenir, voire de faire le break et de dépasser Max Verstappen. On l'a vu, Zandvoort, du fait que ce soit un circuit plutôt court et rapide, le plus gros problème sur cette course, c'est la gestion du trafic. Du coup, il fallait trouver une fenêtre où Hamilton puisse ressortir sans trafic, avec de l'air libre devant lui, et où Verstappen devrait couvrir et ressortir dans du trafic pour avoir, entre guillemets, presque une mini chance de se rapprocher. On s'en mêle un peu les pieds dans le tapis chez Mercedes, ça a foiré. On fait ressortir Lewis Hamilton carrément dans un groupe de retardataires. Les médiums qu'on a chaussés sur la voiture d'Hamilton pour le dernier relais étaient assez intéressants d'un point de vue stratégique. Si Hamilton passait tout de suite, en fait, il pouvait peut-être tenter de garder Verstappen derrière à la force du pilotage. Mais bon, je trouve ça un peu optimiste, mais voilà. Bon, bref, en tout cas, c'est loupé. Finalement, on fait pit Valtteri Bottas dans les derniers tours pour donner à Lewis Hamilton une marge pour que lui puisse s'arrêter et aller chercher le meilleur tour, pour aller chercher cet extra point qui est très important pour le championnat parce que c'est très proche. D'ailleurs, on dit pendant l'arrêt de Bottas, directement dans les stods, on lui dit Valtteri, tu ne vas pas chercher le meilleur tour en course. Ce à quoi il répond, alors, pourquoi pas, pourquoi pas, tu vois, pourquoi je vais pas aller chercher le meilleur tour et pourquoi vous m'avez arrêté du coup, ça sert à rien. Ce à quoi on lui répond très gentiment, on avait des vibrations sur la voiture. Des vibrations, oui d'accord, très bien, oui, des vibrations, oui. Bon alors le Boog roule quand même vite et James Wolfe, le stratège de chez Mercedes, lui demande d'arrêter, ce à quoi il répond, j'étais en train de m'amuser avec ma gomme neuve. Bon, du coup Lewis Hamilton rentre et prend des softs pour aller chercher le meilleur tour, ce qu'il va aller chercher. Pour résumer, Verstappen a boxé littéralement dans une autre catégorie ce week-end. Empereur en son royaume, il repasse pour 3 points devant Lewis Hamilton et l'absence de Perez, assez haut dans le classement on va dire de la course, mais Mercedes Gucci pour les constructeurs, 12 points d'avance. Il reste encore une petite moitié de saison à disputer et c'est loin d'être terminé. On va vraiment avoir, je vous le dis à chaque fois, mais on va vraiment avoir du beau spectacle jusqu'à la fin de la saison parce que les enjeux sont là au championnat. Tout le monde se bat pour quelque chose et c'est encore ultra serré à tous les niveaux. Franchement, on a une saison qui est super cool pour terminer cette réglementation qu'on a depuis 2017 avant de basculer dans la nouvelle ère de la Formule 1. Deuxième réaction, on va parler de la course absolument splendide, parfaitement exécutée de Pierre Gasly, bien évidemment, qui a résisté face au Ferrari, qui est parti P4 après une magnifique qualification. Pierre Gasly a été sous la pression des Ferrari depuis le début. Derrière, en fait, il a fallu attaquer. Il s'arrête à la fin du 24e tour pour couvrir Charles Leclerc et un éventuel undercut. Du coup, on réagit chez Ferrari, on fait la stratégie inverse.
chez Leclerc et chez Sainz. On pousse un peu plus loin le premier relais pour tenter de faire l'overcut et de dépasser Pierre Gasly au jeu des arrêts au stand. Que nenni, Pierre attaque pas mal, plante un magnifique extérieur des enfers à Fernando Alonso et derrière récupère sa 4e place. Et à partir de là, Pierre Gasly ne va plus se faire vraiment embêter jusqu'à la fin de la course. Il va même pouvoir gérer son rythme et même l'équipe va lui demander de baisser un petit peu le rythme, de prendre des marges de manœuvre, des marges de sécurité pardon, pour la mécanique, etc. parce qu'ils étaient vraiment sereins chez AlphaTauri. Donc Gasly était vraiment dans un no man's land, il s'est rien passé, la course elle a été chiante pour lui probablement, mais elle a été parfaitement exécutée et ça ramène d'énormes points pour AlphaTauri. Donc franchement, ça c'était absolument top. Un autre qui a fait une belle course et qui s'est sorti les doigts, hein, comme d'hab, vous me direz, c'est Fernando Alonso. Gros départ touchette avec Esteban Ocon. Là, on a eu un petit peu des petites sueurs froides sur le front. Esteban qui ne l'avait pas bien vu, hein, mais bel extérieur au virage 3. Derrière, les Alpines ont fait un petit peu la course en tandem. Finalement, c'est sur le 2e relais que Fernando Alonso va commencer à mettre vraiment un peu plus la gomme et un peu plus augmenter le rythme avec les médiums. Il a profité finalement d'une mésentente entre Valtteri Bottas et Carlos Sainz. Valtteri Bottas qui prenait un tour à Carlos Sainz. Et en fait, le problème, c'est que les deux se sont pas compris et ils ont tous les deux beaucoup ralenti à l'abord du virage 7. Sainz pensait qu'il allait passer et Bottas n'était pas sûr si Sainz était en train de le laisser passer ou pas. Bref, Alonso, du coup, il s'est rapproché directement, il a bouffé les 2-3 secondes qui le séparaient de Sainz pour revenir dans la seconde. Pour les 10 derniers tours, bon alors les gars, vous connaissez Fernando Alonso, hein, c'est un prédateur le garçon. Tu lui agites un bout de viande comme ça au loin, il va te chercher les 2-3 dixièmes supplémentaires que personne n'arrive à aller chercher pour aller chercher le bout de barbac mon pote. Donc il en faut pas plus pour Fernando Alonso. Belle sortie du dernier virage, pour l'entame du dernier tour, DRS, il aligne Sainz qui paye cher finalement sa mésentente avec Bottas. Alors dans le même temps, Ocon s'est fait dépasser par Sergio Pérez juste avant et finalement le fait que Ocon ait un petit peu bataillé avec Pérez, ça a retenu juste ce qu'il fallait Pérez pour faire en sorte finalement que Alonso se concentre sur la bataille avec Sainz et qu'il y ait une bataille à 2 plutôt qu'à 3 avec Pérez qui venait et qui aurait pu bouffer les deux d'un coup. Donc finalement ça a été du bon boulot, il a réussi la manœuvre, derrière ça s'est terminé à que dalle hein, entre Sainz et Pérez. Ça score de gros points pour Alpine quand même, donc ça c'est bien, sachant que AlphaTauri a fait une P4 avec Gasly, donc c'était le moment de scorer et du coup Aston dans la sauce absolue. Troisième réaction, on en a un petit peu parlé juste avant, on va parler de Sergio Pérez, la remontada de Sergio Pérez, driver of the day, dépassé, c'est possible quand les voitures ne boxent pas, hein, littéralement dans la même catégorie. Alors oui, l'histoire, laissez-moi vous conter l'histoire de la Red Bull numéro 2. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de mettre cette voiture dans la sauce le samedi en qualif, pour donner la vie dure de ouf au pilote le dimanche. Voilà, comme ça, Sergio Pérez, il a fait des courses où il n'a jamais pu se reposer, grosso modo. Ça a été assez compliqué. Parti des stands avec des pneus durs, fallait remonter le plus vite possible, mais surtout, en fait, lâcher toute la cavalerie quand tout le monde allait s'arrêter à la fin du premier relais et finalement sauter, entre guillemets, un petit peu tout le monde au jeu des arrêts au stand. Mazepin a fait un décalage un petit peu tardif, pas dangereux pour le coup, je trouve. Pérez, en fait, il était juste derrière, mais trop loin pour tenter un dépassement. Il était dans le dirty air de Mazepin, moins d'appui aérodynamique, ça bloque la roue avant droit et du coup, énorme place sur le pneu, du coup, fallait rentrer au stand. Changement de stratégie, on le met sur les médiums, il sera toujours décalé par rapport aux autres et c'est ce qu'on cherche de toute façon, donc ne pas avoir trop de trafic parce que c'est quand même pas facile non plus de dépasser. Il remonte les pilotes un par un, festival de dépassement entre le virage 1 et le virage 11, bref, il y a du dépassement dans tous les sens. On le refait arrêter pour chausser des softs pour son dernier relais de l'enfer avec les rouges pour tartiner comme pas possible. XT magnifique sur Ricciardo, XT sur Norris qui n'hésite pas à ouvrir le volant pour tenter de fermer la porte à l'extérieur. Double touchette et des petits éléments du fond plat de Pérez qui volent. Alors, personnellement, je trouve ça un petit peu agressif de la part de Norris. Honnêtement, je trouve que c'est peut-être même un petit peu mal jugé, on va dire. C'est pas spécialement nécessaire, je trouve, parce que quoi qu'il arrive, il allait se faire dépasser. Maintenant, bon, oui, il allait pas non plus rien faire, il allait pas se ranger sur le côté et laisser passer Pérez, c'est sûr, mais je trouve que Ricciardo a été beaucoup plus juste et c'était
à la limite de se toucher, mais là Norris a été un petit peu au-dessus de cette limite-là et c'est un petit peu dommage. Ça n'arrête pas Pérez pour autant, qui va aller chercher Esteban Ocon, on en a parlé, dépassement à l'intox, il oblige Ocon à fermer la porte dans le virage 10, se place à l'extérieur pour croiser en sortie et termine le dépassement par l'extérieur au virage 11. Il manquait un rien à Pérez pour aller chercher Sainz qui venait tout juste de se faire dépasser par Alonso. Alors au final, P8 pour Sergio Pérez alors qu'il aurait pu prendre la 6e place, large, et peut-être la 5e, je dirais, mais peut-être que Leclerc était un petit peu trop loin pour lui. En fait, fallait vraiment avoir une meilleure voiture pour pouvoir dépasser. S'il avait une voiture un petit peu moins bonne, on va dire, genre une Mercedes ou même le super gros rythme de l'AlphaTauri par exemple, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour dépasser et faire ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est un circuit qui demande beaucoup d'aérodynamisme, qui demande d'avoir un très bon châssis et la Red Bull excelle dans ces deux domaines. Il avait clairement la meilleure voiture pour faire le job. P8 à l'arrivée alors que ça pouvait prétendre un petit peu mieux et s'il y avait eu la qualif, la course aurait été totalement différente. 2 Mercedes contre 2 Red Bull, ça j'aurais payé cher pour voir. Quatrième réaction, on va parler d'une équipe qui a beaucoup souffert, on va parler de McLaren qui n'était pas dans le rythme sur ce Grand Prix. Pas trop dans le rythme, on va dire même de tout le week-end, j'ai envie de vous dire. Ça a été vraiment très compliqué. Mercedes qui a demandé à ses écuries clientes de prendre justement une marge de précaution, on va dire, sur les moteurs. Donc ça valait pour Williams, Aston Martin et McLaren. On a l'impression, vraiment que McLaren, ils ont une bonne voiture qui devrait jouer avec les Ferrari. Mais on a l'impression qu'ils loupent des moments un petit peu cruciaux et ces moments qu'ils loupent les met dans un espèce de cercle vicieux où ça crée un problème et ce problème va créer un deuxième problème qui va en créer un troisième, etc. etc. et du coup, ils se retrouvent dans la sauce. Norris, il se fait avoir en qualif, donc la course va être difficile. Ricciardo a toujours autant de mal avec la voiture. Là, c'est vraiment très dur parce que il finit derrière son coéquipier. Alors oui, on a tenté de jouer une stratégie d'équipe pour avantager Lando Norris, mais même ça n'a pas suffi. Un seul maigre petit point qui a été rapporté. Alors, on a tenté les hards chez McLaren comme chez Ferrari. Je trouve la stratégie plutôt conservatrice et finalement, en fait, ils attendaient peut-être que les Alpines s'effondrent avec les médiums et cela s'est absolument pas produit. Je pense que dans leur position, ils auraient peut-être dû simplement mettre les médiums en se disant bon perdu pour perdu, quoi qu'il arrive, on va rapporter quoi, un point, même pas. Autant essayer de mettre un bon gros coup de gaz avec les médiums et essayer d'aller chercher mieux que un point. Et si on n'a pas un point, c'est pas grave quoi. Bon alors clairement, le problème c'est que Ricciardo ne peut pas mener l'équipe quand Lando Norris est dans la sauce. Ce circuit ne correspond pas du tout à cette McLaren, j'ai l'impression. À Spa-Francorchamps, ça marchait vachement bien. Donc du coup, je suppose que pour Monza, on devrait voir une McLaren qui va retrouver des couleurs parce que c'est un circuit qui est un petit peu typé comme Spa-Francorchamps en termes d'aéro, donc peut-être que ça allait mieux pour McLaren à Monza et on l'espère tous évidemment. Bon alors du coup, point de vue comptable, 11,5 points d'avance pour Ferrari avec ce bon résultat qui repasse devant. Ferrari qui avait un très bon rythme tout le week-end, donc ça a pris pas mal de points. Ils se sont juste fait, encore une fois, un petit peu avoir avec Carlos Sainz et c'est un petit peu dommage. Cinquième et dernière réaction, on va parler du brisage de cœur en règle pour Antonio Giovinazzi et Alfa Romeo. Giovinazzi qui pouvait marquer les esprits ce week-end, il en a bien besoin après avec une très belle qualif en Q3 où il a planté son Alfa Romeo en Q3. Magnifique, ça c'était pas un souci, mais il n'a pas réussi à transformer finalement cette qualif en points le dimanche. C'est dommage parce qu'il joue sa place Antonio Giovinazzi et c'était exactement le bon moment, le bon timing pour justement marquer les esprits et scorer de très gros points, faire un bon gros résultat. Il s'est fait bousculer au départ mais littéralement de tous les côtés. Il a fait une petite touchette avec Alonso qui a failli perdre son Alpine à 280 à l'abord du virage 7. L'aileron avant qui a probablement dû prendre un petit coup, mais son équipe a dit que non, il ne voyait rien sur les datas. Derrière, il est tombé au classement. Et encore plus rageant, Giovinazzi a eu une crevaison au début de son deuxième relais, alors qu'il était P12 en bataille pour probablement marquer des points. Donc vraiment rageant pour l'Italien et pour Alfa Romeo. Alfa Romeo qui a perdu son Kimi Raikkonen ce week-end puisqu'il a été testé positif au Covid, remplacé au pied levé par un certain Robert Kubica que vous connaissez évidemment. Tout le monde voulait voter pour Kimi Raikkonen pour le Driver of the Day parce qu'il a annoncé sa retraite de la Formule 1. Bref, alors moi qui pensais que Giovinazzi était assez sûr pour l'année prochaine chez Alfa Romeo, voilà qu'on parle d'Alexander Albon ou de Nyck de Vries
chez Alfa Romeo justement aux côtés de Valtteri Bottas. J'espère qu'on verra Giovinazzi marquer quelques gros points cette année, mais ça me paraît un peu compliqué et il est malheureusement plus que jamais sur la sellette. Après, oui, on lui a laissé le temps à Antonio Giovinazzi de convaincre, mais force est de constater que jusqu'à présent, pour l'instant, il n'a pas réussi à suffisamment convaincre pour probablement garder sa place. Bon allez, je vous laisse avec un bonus quand même, forcément, il y avait la FIA F3 ce week-end à Zandvoort, donc on va en parler parce que oui, énorme big up à Victor Martins qui eh bien, va chercher sa première victoire en FIA F3 en course 2 ce week-end et rejoint aussi par Clément Novalak sur la deuxième marche du podium. Amplement mérité. Petit point comptable parce que c'était l'avant-dernier meeting. Dennis Hauger est plus proche que jamais de devenir champion de FIA F3 cette année et la lutte pour la troisième place est plus que jamais là aussi disputée entre Novalak, Martins, Vesti et peut-être même Smoliar si jamais devant ça fait un petit peu des bêtises. Finalement, la F3 n'ira pas à Austin au Texas avec la Formule 1 pour le dernier meeting de la saison. On a décalé ça à Sochi, donc on ira en Russie directement pour conclure le championnat. Donc on se donne rendez-vous là-bas pour eh bien, justement soutenir nos Français comme d'habitude en espérant qu'ils vont performer pour peut-être aller chercher cette troisième place, mais ça risque d'être très chaud entre Martins et Novalak justement. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans une semaine pour le Fast 5 du Grand Prix d'Italie. On passe du orange au rouge. Le match entre les supporters néerlandais et les supporters italiens de chez Ferrari, parce qu'ils sont acquis à Ferrari forcément. Il y a le match. Bref, on continue de voir du beau spectacle et surtout des beaux fans autour des circuits. Et ça, c'est vraiment très très cool. Portez-vous bien. Ciao, ciao.